Alors, nous sommes à Morpa en compagnie de Eddy Ross, délégué représentant les Yvelines pour le parti UPR, Union Populaire Républicaine. Eddy Ross, bonsoir. Vous êtes l'organisateur de la conférence qui se nomme « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de cette conférence et ce qui sera débattu ce soir? Alors, le but de cette conférence, c'est d'informer les gens surtout parce que la situation de la zone euro actuellement est assez préoccupante et les médias ne s'y intéressent pas beaucoup et n'intéressent pas beaucoup les gens sur le sujet. Donc nous, on organise ce genre de conférences citoyennes dans les lieux ouverts comme les cafés, qui sont ces derniers petits espaces en dehors d'Internet de démocratie en gros, où les gens se retrouvent citoyennement pour discuter. Et, donc là on a François Asselineau, le président de l'UPR, qui va tenir une conférence pour animer la soirée sur faut-il avoir peur de sortir de l'euro. Vu que c'est une question qui devient de plus en plus présente, enfin qui nous interroge de par la situation de la Grèce, qui semble de plus en plus poussée vers cette voie-là, malgré ce qu'on en dit. Donc le but c'est de parler de ces sujets. On a des informations par rapport à ce qui se passe actuellement au haut lieu, on va dire, sur la situation de l'euro au niveau de la BCE, de certains flux, de choses que les médias ne relaient pas et qui méritent d'être dévoilées aux citoyens qui devraient naturellement être informés de tout ça, mais il n'y a plus de médias à part des petits médias comme vous pour le faire. Donc voilà, ça va être l'objet de la soirée. Après, on a prévu un débat avec la salle qui est censé accueillir des gens de tous les horizons, droite, gauche. Moi, j'ai été brièvement en contact avec les jeunes communistes de Morpa qui étaient assez intéressés pour venir nous écouter. Donc voilà, c'est dans cette bonne ambiance qu'on fait ça, pour informer les gens essentiellement, quoi. Très bien. Bah, merci beaucoup. Donc, on va commencer avec, vous avez vu, un petit peu de retard dû à des problèmes techniques. Donc, c'est une conférence. Alors d'abord, je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux, par cette belle journée quasiment estivale. Ça fait quand même toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui peuvent se mobiliser pour venir écouter, s'enfermer alors qu'il fait beau, venir écouter une conférence publique qui est un petit peu technique. C'est certainement l'une des plus techniques que je fasse, quoique j'essaie de la faire de façon grand public quand même, mais c'est une conférence un petit peu technique. Et donc, et en plus de ça, pour un mouvement politique qui a échoué à avoir un candidat à la présidence de la République et qui ne présente pas de candidat aux législatives, nous ne présentons aucun candidat aux élections législatives. J'aurai l'occasion peut-être de le préciser pourquoi nous ne le faisons pas tout à l'heure. C'est très simple d'ailleurs, enfin, il y a, entre autres raisons, il y a une des raisons principales, c'est que nous n'avons pas d'argent et que pour être candidat, il faut avoir de l'argent. Ou alors je serais quelqu'un de très, comment dirais-je, de très irresponsable en invitant un certain nombre de personnes à se présenter sous l'étiquette UPR et en leur disant ben, vous faites votre affaire de dépenser les frais de campagne, il faut compter, sauf à évidemment ne faire aucune campagne, ne faire aucun tract, ne faire pas de profession de foi et même pas de bulletin de vote. Alors à ce moment-là, effectivement, ça ne coûte pas grand-chose, mais à ce moment-là, vous avez 15 voix. Et si vous voulez avoir donc, fait sur une campagne, il faut compter pour une circonscription moyenne qui fait 100 000 électeurs, il faut quand même compter au moins 20 000 euros. Voilà. Et comme vous le savez, si on ne dépasse pas 5%, eh bien on n'est pas remboursé. Alors moi je ne veux pas que quelques dizaines ou quelques centaines de sympathisants ou d'adhérents partent la fleur au fusil, dépensent cet argent, parce que la probabilité est quand même très faible que nous puissions dépasser les 5%. Enfin, j'aurai l'occasion éventuellement d'y revenir. Ça ne veut pas dire que l'UPR ne se présentera à aucune élection, bien entendu, puisque je l'ai déjà annoncé, nous allons faire tout notre possible
pour être en revanche présent et bien présent aux élections européennes de 2014. Alors ce soir, la conférence de ce soir, qui a été programmée, organisée par Eddie Ross, voilà, qui est là, que je remercie beaucoup. C'est une conférence qui porte sur le thème « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» Je reprends dans cette conférence un certain nombre de planches d'une conférence que j'ai faite voici 1 an et demi dans un café qui s'appelait l'Imprévu à Paris, que j'ai refait ailleurs. Alors je vous rassure quand même, pour ceux d'entre vous qui l'auraient déjà vu sur Internet, il y a beaucoup de planches nouvelles parce que j'ai voulu que cette conférence soit actualisée avec des événements très importants qui sont actuellement en cours. Et puis peut-être tel ou tel point méritait d'être un petit peu mieux précisé que je ne l'avais fait. Cependant, je vous renvoie, pour ceux d'entre vous qui voudriez faire de l'archéologie de discours politiques, eh bien je les renvoie éventuellement à aller écouter ce que je disais il y a 1 an et demi. Eh bien je dirais aujourd'hui à peu près la même chose, en tout cas rien de changé sur le fond. Et comme je le disais à l'instant à l'une des personnes avec qui je parlais, c'est à cela que l'on voit qu'une analyse est bonne. C'est ça qui est très important. Hein. C'est qu'une analyse, vous savez, ce qu'a inventé l'Europe, c'est ce qu'on appelle l'esprit scientifique. C'est-à-dire qu'une théorie est scientifique à partir du moment où les faits la confortent et la confirment constamment. Et puis quand il y a des faits qui ne la confirment pas, à ce moment-là, il faut que la théorie se remette en question. Si elle ne veut pas se remettre en question, ce n'est plus une théorie scientifique, ça devient un dogme. Hein, c'est quelque chose qui considère que la théorie a raison sur les faits. Or, toute l'expérience de l'histoire de l'humanité montre que les faits ont toujours raison sur la théorie. Donc, faut-il avoir peur de sortir de l'euro ? Eh bien, nous allons examiner ceci de près. J'invite quand même tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par ces sujets à aller regarder ce que disaient les partisans de l'euro voici 1 an et demi. Voici 20 ans, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans un instant, voici 15 ans, mais voici 1 an et demi, même encore voici quelques mois. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, c'est quand même, tout le monde se le rappelle, à l'automne 2010, il y a eu des réunions, vous vous rappelez, avec M. Sarkozy, M. Fillon, M. Barouin, le ministre des Finances, qui expliquait que ça y est, l'euro était sauvé, vous vous rappelez ? Tout avait été réglé, il y avait eu un marathon et que c'était fini, l'euro était sauvé. Non, l'euro n'est pas sauvé. D'ailleurs, la crise de l'euro, je n'ai cessé de le dire, je continue à le dire, la crise de l'euro, elle est encore à venir. Elle mûrit, comme on va le voir, avec cette conférence. Alors, entamons tout de suite le vif du sujet, parce que je voudrais, c'est que une conférence, je vais essayer de faire un petit peu plus court que d'habitude, pour qu'on ait ensuite un débat. Je voudrais d'abord rappeler les promesses de l'euro et la réalité. En 1997, c'est parmi beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer, il y avait paru dans le journal Le Monde du 28 octobre 1997 cet encart, c'était une espèce de point de vue qui nous expliquait que l'euro était une chance pour la France, une chance pour l'Europe, et c'était un appel qui était signé de 35 hautes personnalités françaises, pour reprendre l'expression du journal Le Monde. L'euro apportera une gestion saine des finances publiques, coordonnée à l'échelle européenne, elle favorisera la croissance. C'était donc il y a 15 ans. Le débat de M. Hollande, il s'est fait élire en disant qu'il allait enfin parler de la croissance, se moque du monde, puisque dès le début, on avait présenté l'euro comme étant un facteur de croissance. Coordonnée à l'échelle européenne, elle favorisera la croissance au sein d'un grand marché homogène, facilitera la modération des impôts. Vous avez vu comme les impôts sont modérés, des taux d'intérêt bas. Elle bénéficiera aux investisseurs, aux consommateurs et aux entrepreneurs qui pourront ainsi développer la recherche, l'activité et l'emploi. Vous avez vu comment la monnaie commune européenne développe l'activité et l'emploi. Nous sommes la lanterne rouge mondiale de la croissance. Il n'y a pas de zone au monde qui ait une plus faible croissance continuelle maintenant depuis 10 ans. Quant au taux de chômage, il atteint des sommets. Et encore, ne connaît-on que les taux de chômage qui sont des taux de chômage officiels. Les taux de chômage officieux sont très supérieurs encore.
On parle de 20-22% en Espagne. On sait qu'en Grèce, on est aux alentours de 25%. Officiellement, le Portugal vient de dépasser les 15%. Officieusement, il est à 20%. Ce sera une monnaie reconnue qui concurrencera le dollar et le yen. L'euro assurera à l'Union européenne une position centrale dans le concert international. Dans une Europe unifiée par l'économie et la monnaie se forgera une Europe plus harmonieuse et plus démocratique. Vous avez vu comme l'Europe est plus harmonieuse et plus démocratique 15 ans après. Tous ces attraits de l'euro sont encore trop mal connus des populations européennes. Des voix s'élèvent encore de temps à autre, des voix de temps à autre. Ce sont les vieux cons. Pour inciter au doute et au rejet. Le doute et le rejet, toute cette sémantique, c'est que si vous n'êtes pas pour, c'est que vous êtes au minimum un imbécile, et au pire, quand on voit me pointer le mot rejet, on voit bien entendu se pointer la réduction ad Hitlerium de l'affaire. Hein, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas pour l'euro, eh bien finalement, c'est que vous êtes d'extrême droite, vous êtes fasciste, d'ailleurs vous êtes pour le Front National. D'accord, merci. Donc vous êtes pour le Front National, etc. Alors que vous savez que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le répète, le Front National ne propose pas de sortir de l'euro. Il suffit de regarder la profession de foi de Madame Le Pen, qu'elle a envoyée à 46 millions d'électeurs. Voici un mois, hein, c'est arrivé dans votre courrier. Donc, les voix en question qui incitent au doute et au rejet, serons-nous prêts à temps? Une telle union sera-t-elle durable? L'euro n'est-il pas un facteur de chômage? Et alors, ces 35 hautes personnalités balayaient d'un revers de la main ces interrogations, paraît-il, stupides, en disant ces interrogations sont surtout la manifestation d'un manque de confiance en nous-mêmes et en notre capacité à faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. Moi, je dirais que ces interrogations étaient des interrogations tout à fait judicieuses et que les personnes qui ont écrit cette lettre, eh bien, tout simplement, sont des gens qui étaient ignorants de toute l'histoire monétaire mondiale, ignorants de ce que c'est qu'une monnaie, ignorants de ce que c'est que les phénomènes monétaires. Ce sont des ignorants qui tiennent le haut du pavé, pour ne pas dire des malfaisants. L'Europe ne retrouvera la voie de la prospérité et du plein emploi que par la mobilisation des énergies et le respect commun des règles de bon sens, saine gestion économique, maîtrise des budgets. Les efforts consentis hier et aujourd'hui en ce sens feront demain la force de l'Union européenne et assureront durablement notre prospérité ainsi que notre rayonnement. Dans un monde de plus en plus interdépendant, l'euro sera l'un des piliers d'une cohésion nouvelle. C'est un acte de confiance dans l'avenir, dans le XXIe siècle, etc., etc. C'est une parousie, comme on dirait, en termes téléologiques. Alors, qui étaient les signataires de ceci? Moi, je vais en citer 3 ou 4 simplement. Je ne vais pas vous citer les 35, mais les 35 vaudraient la peine. En premier, Jacques Attali. Jacques Attali, qui donc a été l'inspirateur, un des principaux inspirateurs de toute cette affaire, dont les résultats sont exactement le contraire de tout ce qui avait été annoncé. C'est une catastrophe sur toute la ligne. Et Jacques Attali, qui néanmoins continue à venir dispenser à la télévision française ses conseils. C'est-à-dire exactement comme si vous alliez chez un médecin qui vous prescrit un mauvais médicament, qui vous fait, je ne sais pas moi, amputer d'une jambe alors que vous aviez simplement un rhumatisme, qui vous a emmené dans un désastre et que vous continueriez à aller consulter, sans aller en voir aucun autre, bien entendu, puisque je rappelle que des personnalités comme par exemple Maurice Allais, seul prix Nobel français d'économie, n'a jamais eu droit, lui, à être interviewé une seule fois à la télévision française. Alors je rappelle que Jacques Attali est l'apôtre de la constitution de l'établissement d'un gouvernement mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est de la source Wikipédia. Il pense, et naturellement si ça n'était pas conforme à ce qu'il souhaitait, ça serait retiré. Il pense que l'économie régulée par une institution financière mondiale peut être une solution à la crise financière, et donc l'Union européenne n'en serait que la préfiguration. Deuxième personnalité qui avait signé ceci, Christian de Boissieu, universitaire et économiste, président du Conseil d'analyse économique depuis 2003, c'est ce que Lionel Jospin avait remplacé le commissariat au plan par ce Conseil d'analyse économique qui est censé conseiller le gouvernement. Mais je peux vous assurer, et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été mis dans un placard administratif pour avoir fait un dossier confidentiel qui datait du 18 juin 2004
c'est-à-dire dans quelques jours, ça fera 8 ans jour pour jour, où j'analysais les raisons pour lesquelles l'euro avait toute chance d'exploser et pourquoi nous allions vers une crise financière d'ampleur mondiale. J'avais transmis ceci à M. Sarkozy. Ceci m'a valu d'être mis dans un placard et que les fonctions que j'occupais ont été supprimées. J'étais délégué général à l'intelligence économique. Donc nous avons un conseil d'analyse économique qui a le droit de faire des propositions et des analyses économiques pour le Premier ministre et pour le gouvernement qu'à la seule condition que ce soit conforme aux conclusions qui sont attendues. Nous avons un type d'organisme de nature soviétoïde, c'est-à-dire de type idéologique, dont les conclusions sont déjà connues à l'avance. Il intervient régulièrement dans les médias, il a été membre de la Commission pour la libération de la croissance française, dite la Commission Attali. Parce que tout ce petit monde, on a à peu près toujours une cinquantaine de personnes qui se cooptent et qui sont toujours identiques à elles-mêmes. On vit en vase clos. Je signale d'ailleurs au passage que sans doute, M. Hollande n'avait pas connaissance de la commission Attali qui avait remis donc ce rapport de la libération de la croissance française, c'était à peu près en 2005, puisqu'il n'était question déjà que de croissance. Alors M. de Boissieu a été visiting scholar aux universités de Harvard et de Northwestern aux États-Unis, bien entendu, également à l'université du Minnesota, lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques, économiste de l'année du Nouvel Économiste en 1994. Parmi les autres personnalités qui avaient signé cet appel, il y avait M. Thierry de Montbrial, diplômé de Polytechnique et de l'École des Mines, ancien ingénieur du corps des Mines, docteur en économie de l'Université Berkeley de Californie, ancien directeur du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, fondateur en 1979 et directeur général de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qui publie le rapport annuel Ramsès, rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. Membre du comité directeur des conférences de Bilderberg depuis 1976, membre de droit du Centre d'études prospectives et d'information internationale, membre du comité de la revue Foreign Policy, qui est une revue de politique étrangère, enfin bon bref, fondateur des World Policy Conferences. Vous voyez que nous avons affaire à quelqu'un qui fait tout à fait partie de cette oligarchie euro-atlantiste. Alors il avait signé donc cet élément, mais pourquoi je parle de lui? Parce que ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que l'IFRI qu'il a créé, il suffit d'aller sur sa page internet pour voir qui finance ce prétendu Institut français de relations internationales, parce que nous sommes dans un univers où les lobbies, les think tanks, les clubs de réflexion ont une importance considérable, puisque c'est eux qui parlent à la place des peuples et à la place des partis politiques, puisque les partis politiques ne parlent plus, ils sont là simplement à faire de l'entertainment à la télévision. Alors si vous regardez quels sont les financiers de l'IFRI, et c'était donc sur la page Facebook, vous avez notamment Ambassade des États-Unis en France, American Chamber of Commerce in France, le département d'État américain, la fondation Clarence Westbury, qui est une fondation dont certains disent qu'elle est proche des financements de la CIA, et la French American Foundation, toujours elle, créée par John Negroponte, avec des liens avec la CIA. Je vous rappelle, je l'ai dit dans une vidéo récente, que nous avons au gouvernement français actuel, il y a 4 ministres qui sont d'anciens élèves de l'ENA, sur donc 17, sur 34, pardon, sur 34 ministres. Il y en a 4 qui sont des anciens élèves de l'ENA. Je dis ça parce qu'il y a le grand fantasme dans la société française, c'est que tout est dirigé par des énarques. Et il y en a 4 qui sont d'anciens membres de la French American Foundation. Voilà. Quand même, ils sont autant que des larques. Ah, ça mérite. Et si on y ajoute M. Kessler, qui est conseiller communication de M. Hollande à l'Élysée, ça fait 5. Donc c'est quand même des choses qu'il faut avoir à l'esprit, plutôt que de se fantasmer sur les énarques, c'est intéressant de voir qui est là. En tout cas, vous voyez que l'Institut français des relations internationales est donc financé, ma foi, par des intérêts qui sont extrêmement américains, puisqu'il y a le ministère américain lui-même des Affaires étrangères qui est dedans. Alors, ceci me permet
de faire ici référence à cette planche que je montre pratiquement dans toutes mes conférences. Je ne m'en lasse pas, mais si je n'en parle pas maintenant, eh bien je n'en parlerai pas ailleurs. C'est simplement, comme vous le savez pour ceux d'entre vous qui me connaissent, c'est simplement cette révélation qui a été faite le 19 septembre 2000 par le journal Daily Telegraph. Vous savez qu'à l'été 2000, les autorités américaines, l'administration Clinton, contrainte par la législation américaine, a donc rendu public les documents secrets d'État du ministère des Affaires étrangères américain pour les années 50 et 60 jusqu'au 31 décembre 1969, et que donc le Daily Telegraph a envoyé l'un des plus célèbres journalistes anglais d'investigation qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard pour aller regarder ce qui avait donc été déclassifié. Et donc, Ambrose Evans Pritchard, dans cet article dont vous trouverez à la fois l'original et notre traduction sur le site internet de l'UPR, eh bien, Ambrose Evans Pritchard a donc découvert, ce qui n'était d'ailleurs que la confirmation de ce que savaient les historiens. Mais maintenant, nous le tenons de la bouche du cheval, puisque ce sont les documents secrets défense qui ont été déclassifiés. Donc maintenant, il n'y a plus de débat, c'est plus du conspirationnisme, ça a été déclassifié. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains, donc financés par la CIA. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, c'est-à-dire le Comité américain pour une Europe unie, ce qui déjà en soi est tout un programme. C'est comme s'il y avait un comité français pour l'unification des Amériques qui réclamait la fusion des États-Unis avec le Venezuela et Cuba. Je ne sais pas ce qu'en penseraient les Américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des paravents, des structures tampons, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Et surtout, ce pourquoi je cite cette planche au moment précis où je viens de vous montrer qui finance l'IFRI, une note émanant de la direction Europe, donc du ministère américain des Affaires étrangères, datant du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, donc c'était le prédécesseur de l'Union européenne, la CE, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire, d'une façon camouflée. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Alors, j'insiste sur cet élément qui est quand même tout à fait décisif, c'est que c'est d'ailleurs en parfaite cohérence avec ce que je viens de vous montrer sur les financements dont a bénéficié l'IFRI, c'est que, contrairement à ce que voudrait une certaine légende, ce sont les Américains qui sont pour l'euro, qui ont poussé à la construction de l'euro. Et d'ailleurs, si vous vous tenez au courant de l'actualité la plus récente, rappelez-vous ce qui s'est passé au G8 de Candy. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part le fait que M. Obama a pris un malin plaisir, dès qu'il y avait une caméra ou un appareil photo à l'horizon, à mettre sa papate sur l'épaule de monsieur Hollande pour bien montrer, vous savez, c'est comme les chiens qui font pipi sur les arbres pour baliser leur territoire. Alors, il n'a pas fait pipi sur François Hollande, mais on le verra. On le verra. En tout cas, c'est une façon évidemment d'assurer son territoire. Et donc vous avez vu que M. Obama, par ailleurs, a tapé du poing sur la table et ne cesse d'exiger que les Européens maintiennent la Grèce dans l'euro. C'est allé tellement loin, il y a une dépêche, vous le savez peut-être, où les Américains, enfin M. Obama a dit qu'il était disposé à envoyer des experts américains auprès des gouvernements européens pour les aider à maintenir la Grèce dans l'euro. Donc qu'on ne vienne surtout pas nous expliquer que l'euro a vocation à s'opposer aux États-Unis. En revanche, il faut s'intéresser, c'est ma théorie scientifique,
quand des faits ne sont pas conformes, ça veut dire que la théorie de départ n'en est pas une. Ceux qui vous disent que l'euro a vocation à s'opposer aux États-Unis ou que la construction européenne a vocation à s'opposer aux États-Unis vous mentent ou se trompent, puisque les faits les contredisent. Donc ça veut dire que l'explication, elle doit être cherchée ailleurs. C'est l'explication que depuis 5 ans, je développe au cours de mes pérégrinations à travers notre pays. Alors, j'avance quand même pour vous dire que c'était en 97. En l'an 2000, cette fois-ci, ça n'est pas uniquement des hautes personnalités qui s'expriment dans le monde, c'est un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui s'appelle Label France, de juillet 2000, qui est la revue officielle du ministère français des Affaires étrangères, payée sur fonds publics, diffusée dans toutes nos ambassades et chancelleries et consulats à travers le monde. Et donc, il y avait un article de M. Yves Thibault de Silguy, qui était ancien commissaire européen chargé de l'euro. Et voilà ce que disait M. de Silguy: les avantages de l'euro sont essentiellement économiques, plus de croissance et plus de compétitivité pour les entreprises. L'euro est facteur de croissance européenne. Il insiste. Encore une fois, je dis tout ça pour les adorateurs de M. Hollande. En éradiquant les variations de change et en permettant une comparaison aisée des prix, l'euro contribue à décloisonner le marché intérieur. Je vous signale au passage que Yves Thibault de Silguy, enfin je l'ai croisé dans ma carrière, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien d'un économiste. Hein. Il pourrait aussi bien vous parler, je ne sais pas, des prises de vous commenter un match de sumo-tori, ça serait pareil. Il n'y connaît rien. Il ne fait que ressasser la doxa dominante. Donc, l'euro, un grand marché sans risque de change, améliore la situation des entreprises. Ah bon, pourquoi ? Le fait même, par exemple, qu'on mette les entreprises en concurrence frontale avec les pays comme la Chine, c'est un facteur autrement beaucoup plus grave que ce dont il parle. En plus de ça, tout ça est un mensonge, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des instruments qui se permettaient aux entreprises d'avoir des couvertures de change. Tout ça était vieux comme Hérode, donc les entreprises ne souffraient absolument pas particulièrement des problèmes de change. À l'intérieur d'Europe. Les consommateurs sont enfin les principaux bénéficiaires de la monnaie unique. Vous voyez d'ailleurs que M. Thibault de Silguy parle de monnaie unique, ce qui prouve qu'il ne sait pas de quoi il parle, puisque, comme on le verra tout à l'heure, comme je vous le présenterai, l'euro n'est justement pas une monnaie unique. Hein. C'est justement, d'ailleurs, c'est l'un des problèmes essentiels pour lesquels il est en train de se passer ce qui se passe. Voilà donc quelqu'un qui est quand même un ancien commissaire européen chargé de l'euro, qui parle de l'euro, il ne sait pas ce que c'est que l'euro. Voilà, c'est d'ailleurs, on a vu Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, sans parler des autres, enfin les autres ils sont pour, mais même les critiques de l'euro pendant la présidentielle, vous parlez de la monnaie unique européenne, certains comme M. Dupont-Aignan proposant de la transformer en monnaie commune, ce qu'il est déjà. L'euro a été lancé le jour où les États ont acquis la certitude que les finances publiques seraient gérées de manière rigoureuse par tous. Franchement, il y a de quoi se tordre de rire quand vous pensez à ce que c'est que l'affaire de la Grèce. L'affaire de la Grèce, c'est que vous savez, tout a été manipulé, les comptes ont été manipulés par Goldman Sachs, notamment, pour que la Grèce puisse entrer. À cette fin a été adopté en juin 1997 un pacte de stabilité et de croissance qui permettra d'assurer le retour à l'équilibre des finances publiques au plus tard en 2002. Ça fait 10 ans, il y a 10 ans, nous sommes en 2012, 10 ans après cette date butoir, nous avons des déficits de nos finances publiques comme on n'en a jamais eu. Donc en fait tout ça est un tissu d'inepties, de mensonges et de contre-vérités. Je continue. Marché intérieur, Europe monétaire, Union économique, l'économie européenne se donne progressivement les moyens de son intégration dans la globalisation mondiale, pour le plus grand bien des Européens d'ailleurs, puisque croissance et emploi doivent en résulter et prodiguer un niveau supérieur de richesse et de prospérité. Comme vous le savez, en réalité, c'est la paupérisation et l'appauvrissement qui gagnent, non seulement en France, mais dans les pays d'Europe, le cas tragique étant celui notamment de la Grèce, mais qui nous pend au nez, qui arrive également pour... Voilà. Je rappelle que M. Yves Thibault de Silguy, que l'on voit, s'est rendu célèbre, enfin je l'ai rendu célèbre, puisqu'en tout cas je ne cesse de rapporter cette citation que d'ailleurs un certain nombre de journalistes ont repris à leur compte sans avoir la gentillesse de préciser que c'était sur mes vidéos qu'ils l'avaient vu, c'est que M. Yves Thibault de Silguy, donc en janvier 1999, a fait des déclarations au journal Le Monde disant « l'euro est une autoroute sans sortie ». Ce qui, très précisément, si vous y réfléchissez, c'est de la folie furieuse.
Entrer dans une autoroute sans sortie, c'est quelque chose qui s'appelle de la folie furieuse. On a l'impression d'un cauchemar. Vous savez, le lendemain matin, vous vous réveillez en disant « Ouf, j'ai fait un de ces cauchemars, j'étais dans une autoroute sans sortie. » Bon, voilà. C'est exactement, finalement, il avait finalement assez bien trouvé, puisque nous sommes dans une situation d'impasse caractérisée. Alors, quels sont les enseignements de toutes ces petites planches? C'est que les responsables politiques et administratifs qui ont imposé aux Français la mise en œuvre d'une monnaie dite unique européenne, premièrement, en ont systématiquement caché les objectifs essentiels, deuxièmement, ont tous promis des avantages extraordinaires en utilisant d'un discours pseudo-technique. C'est très facile d'en imposer, vous savez, à quelqu'un qui ne connaît pas. Il suffit de lui asséner un discours pseudo-technique. Les gens sont intimidés, bien entendu. Les gens se disent, oh ben moi je sais pas comment, oh là là, il est allé aux études, il a fait ci, il a fait ça. Donc quand vous avez ce genre de comportement, c'est un comportement profondément antidémocratique, puisque normalement ce que devrait viser un responsable politique, en tout cas c'est moi la quintessence même de ce que j'essaie de faire depuis 5 ans, c'est de rendre des choses un peu compliquées, c'est vrai, de les rendre compréhensibles au commun des mortels. Parce que la langue française est une langue claire, à condition qu'on accepte de bien la parler et de bien l'utiliser, si on le veut. Et donc, pour essayer d'expliquer aux gens de façon non vulgarisée, mais précise, quels sont les problèmes qui se posent. Le troisième point, c'est que ces responsables politiques et administratifs ont culpabilisé et intimidé tous ceux qui contestaient le bien-fondé d'une monnaie dite unique sans jamais entrer dans le débat de fond, ont expliqué qu'une fois adopté, l'euro serait un choix irréversible. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, nous sommes le 31 mai 2012, j'ai eu le temps ce matin, en fin de matinée, de mettre en ligne sur notre page Facebook et sur Agoravox un article auquel je vous renvoie, puisqu'il y a eu un petit scoop aujourd'hui. Pour la première fois, il y a un membre de la Commission européenne, qui est le commissaire chargé des affaires économiques, qui est un Finlandais, M. Olli Rehn, et qui a évoqué, lors d'un colloque, l'hypothèse, le risque d'une dislocation de l'ensemble de la zone euro. Alors, que je sache, c'est la première fois qu'un membre de la Commission européenne évoque cette hypothèse. Ça n'est en soi... moi, ça fait... Les gens qui me connaissent, ça fait 20 ans que je le dis. Mais pour quelqu'un qui est à la Commission européenne, c'est la première fois que l'on évoque l'hypothèse même d'un effondrement de tout le système. Et comme je l'explique dans cet article auquel je vous renvoie, c'est quand même un signal qui ne trompe pas sur le degré de panique qui s'empare maintenant de ce que j'appelle le saint des saints, puisque c'est contraire au dogme européiste. Puisque le principe même de la construction européenne, c'est justement l'irréversibilité proclamée et inscrite. Il y a un article que je cite dans le traité de Maastricht qui fixe la fixité des taux de change est irrévocable. Enfin, tout ça a été la construction européenne, c'est une union sans cesse plus étroite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans aucun traité, il n'y a de clause de sortie de l'euro. Donc il y a toujours cette volonté permanente chez les européistes qui est d'acter un principe d'irréversibilité qui, en fait, correspond très exactement au principe d'irréversibilité de la construction du socialisme. Il nous avait déjà fait le coup. Ça a duré 74 ans, de 1917 à 1991. On a expliqué que la construction du socialisme était un truc, et c'était conforme à une loi de l'histoire et qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Voilà. Alors pendant 74 ans, les soviétiques ont appris ça à la radio, au jardin d'enfants, au collège, etc. Puis jusqu'au jour où tout s'est effondré, et les gens ont dit « Ah, ben on s'est trompé ». C'est à peu près ce qui vient de se passer. Alors, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que même à l'époque, toutes ces promesses faites aux Français par des responsables européistes jouant les experts n'étaient pas du tout partagées par des économistes de profession. J'ai parlé tout à l'heure de Maurice Salem, et je voudrais citer, bien que ça ne soit pas quelqu'un qui soit ma tasse de thé par ailleurs, puisque c'est le père du monétarisme américain, mais c'est quand même Milton Friedman, prix Nobel d'économie 1976, qui a été interviewé dans le journal Die Welt, le journal allemand, le 7 janvier 2002. Il y a donc plus de 10 ans, 7 janvier 2002, ça fait 10 ans et demi. Et voici, il est décédé maintenant, voici ce que disait Milton Friedman. Le succès de l'euro est encore incertain.
en raison des rigidités et des désaccords politiques qui existent parmi les 12 membres de l'Union monétaire. Nous ne sommes plus 12, nous sommes 17. Après la disparition des taux de change comme mécanisme d'adaptation, la question est qu'est-ce qui va le remplacer? Ce qui doit le remplacer, c'est de la flexibilité. Ce qu'il faut, ce sont des salaires flexibles. Vous voyez ce que ça veut dire, des salaires flexibles? À votre avis, ils sont flexibles dans quelle direction? Donc, ce sont des salaires flexibles, sous-entendu, ce qu'il faut, c'est payer les gens moins. Des prix flexibles, à votre avis, les flexibilités des prix, est dans quel sens? C'est dans le sens inverse, vers le haut. Et beaucoup de concurrence et de mobilité. Mobilité notamment du facteur travail, je l'explique dans l'une de mes autres conférences sur l'euro. Dans ces conditions, l'euro pourrait être un succès. Mais poursuit le prix Nobel de 1976 qui s'exprime en 2002, mais quand on observe le degré actuel d'inflexibilité parmi les 12 États membres de la zone monétaire, encore une fois, ça s'est aggravé, on est 17, il est tout à fait pensable, écoutez bien, que, étant donné les conditions actuelles, on obtienne une augmentation des dissensions politiques plutôt qu'une diminution. Mon analyse économique montre qu'il est très douteux que l'euro soit un grand succès. La Banque centrale européenne est responsable de 12 États et il est presque impossible de les satisfaire tous. C'était non pas il y a 8 ans, parce que cette planche, je l'avais faite il y a déjà 2 ans, c'était il y a 10 ans et demi. Ce qui est le plus extraordinaire dans la situation actuelle, c'est que le bilan catastrophique de l'euro, 12 ans après sa mise en place, et en fait, là aussi, c'est 10 ans maintenant après l'introduction des pièces et billets, à partir du 1er janvier 2002, n'a provoqué aucune excuse, aucune autocritique de la part de ses partisans. Ça prouve leur profonde malhonnêteté, ce sont des escrocs. Quelle est la caractéristique d'un escroc? Un escroc, c'est quelqu'un, quand on prouve quand on arrive et qu'on montre « vous m'avez escroqué », un escroc ne reconnaît jamais qu'il a voulu escroquer. Ben c'est ça la même chose. Si nous avions affaire à des gens honnêtes intellectuellement, ma foi, il pourrait y en avoir parmi les Européens. J'en connais d'ailleurs un. Un député européen, un ancien député européen, qui était honnêtement européiste. Ben, au bout d'un certain temps, les gens se disent non, ça va plus, ça marche plus, ça tient plus la route, il y a des problèmes proliférants. Tandis que là, nous avons affaire à des gens qui nous ont promis, vous avez vu ce qu'ils nous ont promis, et aucun ne fait son excuse et son autocritique. Il y a encore mieux, comme je le montrais avec M. Attali, ce sont les mêmes qui se sont tellement trompés, qui ont tellement trompé les Français, qui restent aux commandes, la même oligarchie, et qui nous disent ce qu'il faut faire maintenant. Le secrétaire général de l'Élysée, sous M. Sarkozy, que je connais, qui est quelqu'un que je connais personnellement, Xavier Muscat, était le responsable avec Jean-Claude Trichet en 2002 des critères de Maastricht. Donc 20 ans après, il était au cœur de la République, au cœur essentiel des pouvoirs de la République, alors que lui et les gens avec qui il a travaillé avaient absolument tout faux et ont entraîné notre pays dans le désastre. La France et les autres pays d'Europe s'enfoncent dans une crise de plus en plus grave. Personne ne reconnaît officiellement que les choix stratégiques de départ sont mauvais. Par principe, tout a toujours été bon. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, en vertu de quoi ça marchera mieux dans 5 ans? Si on dépense des milliards et des milliards pour sauver l'euro, comme on l'a déjà fait il y a quelques mois, pourquoi les phénomènes que l'on se refuse à regarder auraient-ils cessé dans 5 ans? Personne ne parle de ces questions-là. Du coup, les Français sentent bien que ça ne va plus, mais ils ne savent plus quoi penser, et ils peuvent même se laisser convaincre par la propagande qui explique, sans rire, que sans l'euro, ce serait pire. Ah oui, sans l'euro, ce serait encore pire. Et bien évidemment, là, face à ça, que répondre? Eh bien, c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, on nous dit au contraire, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, que sortir de l'euro, ce serait l'apocalypse. Enfin, je y reviendrai tout à l'heure.